Alors, le déjà traditionnel, où en sommes-nous? On parle toujours des roches sédimentaires et plus précisément pour le moment des processus sédimentaires. On a vu l'altération, l'érosion, le transport avec les avalanches de roches, les écoulements gravitaires et j'en profite pour vous rappeler que dans un écoulement gravitaire, les fluides maintiennent les grains en suspension, mais c'est la gravité qui fait se mouvoir les grains vers le bas. Et on va parler maintenant des écoulements de fluides. Dans les écoulements de fluides, c'est bien sûr le fluide qui va faire se mouvoir les grains. Alors voilà un exemple. Le fluide ici, c'est de l'air, et cet air transporte des grains de sable sur une plage. On va faire un zoom, et vous pouvez constater que le déplacement des grains de sable se fait par à-coups, il n'est pas continu. On va formaliser tout ça. Dans les écoulements de fluides, on observe plusieurs modes de transport des sédiments. C'est ce qui est illustré par le schéma en dessous. Pour la fraction la plus grossière, les graviers par exemple, on observe un transport par roulement ou par glissement sur le fond. La fraction intermédiaire, le sable, est transporté en saltation, c'est-à-dire que les grains font des petits bonds. En retombant, ils peuvent cogner un autre grain et provoquer sa mise en suspension. Et la charge la plus fine, silt et argile, est transportée en suspension sans toucher le fond de la rivière ou le fond de la mer. Alors, je n'insiste pas pour le moment sur la définition de gravier, sable, silt et argile. Il y a évidemment des bornes granulométriques qu'on verra plus tard quand on envisagera les différents types de roches sédimentaires. Mais donc ce qui est intéressant ici, c'est de distinguer la charge de fond qui est en contact avec le fond et la charge en suspension qui ne l'est pas. Donc, la granulométrie des grains sédimentaires a une influence majeure sur leur transport et leur dépôt. C'est synthétisé par le diagramme de Hjulström. Ce diagramme, qui est basé sur des expériences en laboratoire, montre la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour éroder, transporter et déposer des grains de quartz de granulométrie variable. Alors, j'insiste sur grains de quartz. Ce diagramme n'est pas valable pour des grains d'autres minéraux qui ont une masse volumique différente. Alors, voilà ce diagramme. La vitesse du fluide de l'agent de transport est en ordonnée, elle est en centimètres par seconde. La granulométrie du sédiment transporté est en abscisse et elle est en millimètres. Alors vous voyez que les particules les plus fines sont à gauche, argile, silt, et les plus grossières sont à droite. Trois aires, une aire où le sédiment est déposé, une aire où il est transporté et une aire où il est érodé. Alors on va regarder ce qui se passe d'abord pour les grains les plus grossiers, donc à droite du diagramme. Si je prends un agent de transport avec une vitesse relativement élevée, il va avoir une capacité d'érosion, donc de mise en suspension des grains. Si sa vitesse diminue, il va d'abord uniquement transporter les grains, donc il ne sera plus capable d'éroder, il transportera ce qu'il a déjà érodé auparavant, et si sa vitesse diminue encore, il ne sera plus capable de transporter les grains, il va les déposer. Je regarde maintenant ce qui se passe dans la partie gauche du diagramme. On constate que l'aire du transport augmente fortement. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique?
Mais ça veut dire qu'une fois qu'une particule fine est déposée, il faut une augmentation très importante de la vitesse de l'agent de transport pour la remettre en suspension. Comparé avec ce qui se passe pour les particules les plus grossières, à droite, un grain qui est déposé peut être remis en suspension, érodé, avec une augmentation de vitesse de l'agent de transport qui est relativement faible. Alors ce paradoxe s'explique assez facilement. En fait, les particules les plus fines, les argiles, se présentent sous forme de plaquettes. Ce sont des phyllosilicates. Et une fois que ces plaquettes se déposent, elles vont avoir tendance à se coller les unes aux autres. Il y a aussi des interactions électrostatiques. Et donc, il faudra une augmentation très importante de la vitesse du courant pour qu'elle soit remise en suspension. Autrement dit, un grain grossier qui est déposé va pouvoir être remis en suspension avec une faible augmentation de la vitesse de l'agent de transport. Contrairement à des grains fins, pour lesquels, une fois déposés, ils auront très peu de chances de pouvoir être remis en suspension. Outre sa vitesse, la capacité d'un fluide à mobiliser et transporter des sédiments dépend aussi d'autres facteurs, dont les principaux sont sa masse volumique, sa viscosité et le type d'écoulement, soit laminaire, soit turbulent. Regardons les masses volumiques des agents de transport classiques. L'eau de mer a une masse volumique de 1,03 g par centimètre cube. L'eau douce, c'est 1 g. La glace, c'est 0,9. Donc, c'est relativement proche. Par contre, l'air a une masse volumique beaucoup plus faible. En ce qui concerne les viscosités, l'air a une viscosité très faible, la glace très élevée et l'eau a une viscosité intermédiaire. Les principales différences entre sédiments éoliens, glaciaires, marins et alluviaux sont la conséquence de ces masses volumiques et viscosités distinctes. Voilà des photos pour illustrer ces différences. En haut, vous avez un sédiment transporté sur une plage par de l'eau. C'est un agent qui a un fort pouvoir de tri grâce à sa viscosité faible et sa masse volumique relativement faible. Par contre, à droite, vous avez du sédiment transporté par de la glace avec des granulométries qui sont très variables, depuis les sédiments très fins jusqu'à des blocs. Et cette grande variabilité de la granulométrie des sédiments transportés par la glace est due à sa viscosité très importante. Enfin, en bas à gauche, vous avez une dune éolienne. Les sables éoliens sont extrêmement bien triés, ils sont fins, parce que le vent a à la fois une masse volumique faible et une viscosité très faible. Dernier facteur, la vitesse de l'agent de transport va déterminer aussi le type d'écoulement, soit laminaire, soit turbulent. Dans un écoulement laminaire, les filets d'eau restent parallèles entre eux, et dans un régime turbulent, les filets d'eau vont se mélanger, former des tourbillons, et donc avoir une capacité d'érosion et de transport beaucoup plus important que dans le cas d'un écoulement laminaire. En effet, la composante ascendante des tourbillons maintient les sédiments en suspension et va même favoriser leur érosion. Voilà un exemple d'écoulement turbulent. C'est un chenal de marée à Roscoff et vous voyez que
l'eau contient énormément de sédiments en suspension. Alors, le nombre de Reynolds permet de mettre en évidence la transition entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. Ce nombre de Reynolds s'exprime RE égale 2 ρ fois V fois R divisé par mu, où V égale la vitesse du fluide, ρ sa masse volumique, mu sa viscosité et R est la profondeur du chenal dans lequel se fait l'écoulement. Alors voilà une illustration de deux écoulements dans un tube à essai. En haut, un écoulement laminaire, vous voyez que les filets d'eau ne se mélangent pas, on voit toujours le colorant. Et en bas, vous avez la même expérience avec un écoulement turbulent. Alors, si le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, il s'agit d'un écoulement laminaire. Qu'est-ce qui possède un écoulement laminaire dans la nature? Ce sont les glaciers. Alors, ce ne sont de bons agents de transport que parce que la viscosité de la glace est très élevée et va retarder le dépôt des sédiments. Autre écoulement laminaire, c'est les écoulements d'eau sur des grandes surfaces et les fleuves très lents. Si le nombre de Reynolds est plus grand que 2000, on a un écoulement turbulent. C'est le cas de la plupart des rivières, des courants de turbidité évidemment et du vent. Remarque, même dans le cas d'un écoulement laminaire, il y a une couche limite turbulente près du substrat. Donc cette couche limite va favoriser l'érosion et le transport des sédiments.